Bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous êtes tous en train de vous connecter au fur et à mesure. Donc, bienvenue parmi nous pour ce groupe de travail blockchain. Donc, moi, je suis Alexandre Hervin, le coordinateur du Hub Cyber and Security chez Systematic. C'est un sujet que nous travaillons donc avec Naja Nafa, qui est le CEO de TIRTech et justement l'animateur du groupe de travail blockchain. Ce n'est pas le premier groupe de travail ou plein air blockchain que nous avons. Nous avons déjà eu donc plusieurs entreprises qui ont pris la parole, AT Blockchain, Exion, Set-in-Stone, sur différents sujets, de la traçabilité, du passeport, carnet d'entretien lié à la blockchain, la partie EdTech aussi, avec BC Diploma. Donc sur le coup, Naja, je vais te laisser donc donner plus de contexte sur les sujets d'actualité blockchain et sur ce groupe de travail. Ok, merci Alexandre. Bienvenue à tous à ce premier groupe de travail ou première réunion 2024 du GT Blockchain. Est-ce que Laetitia, tu peux passer le premier slide? Voilà, encore, un autre. Encore. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle les objectifs de ce groupe de travail. Donc, permettre à l'écosystème de Systematic, qui compte plus de 900 membres, d'avoir un référentiel commun sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert? Son évolution, les risques qui sont associés au déploiement des solutions blockchain. Après, nous avons comme objectif la représentation publique, c'est-à-dire des interventions dans des séminaires, des participations à des associations qui sont en création sur la blockchain en France et en Europe. Et en particulier, vous allez voir dans une illustration dans cet exposé le travail que l'on fait avec l'Alliance Blockchain France, qui va être présenté par la suite. Sur le plan du business, l'idée c'était de faire rencontrer les participants, les membres de Systematic entre eux, c'est-à-dire les startups, les laboratoires ainsi que les utilisateurs pour échanger sur le business. On a mis achat public parce qu'on pensait que la blockchain allait être dans le mainstream des achats publics, mais malheureusement c'est pas le cas. On est toujours dans l'attente on est en train de faire des expériences et des POC, mais on espère qu'un jour il y aura un engouement pour la blockchain et ses applications équivalent à l'engouement qu'il y a pour l'intelligence artificielle actuellement. En ce qui concerne l'innovation, on aide les membres de Systematic, et en particulier les startups, à suivre les appels à projets européens, français, et on explique le contenu, on les coach, on labellise. Donc ça, c'est un travail fondamental pour aider les acteurs à valoriser leurs recherches. Et enfin, il y a l'accélération. Là, c'est le financement, la recherche de sources de financement. Et là, c'est le rôle du pôle Systematic qui essaye de faire des rencontres entre les venture capitalistes, les business angels, ainsi que les startups qui veulent se faire financer. Donc voilà un petit rappel, sachant que le travail se fait autour d'ateliers que l'on organise, comme celui-ci. Malheureusement, avec le Covid, les choses ont changé, les réunions face à face se sont faites de plus en plus rares, mais il est toujours possible de proposer des ateliers. Si un des membres veut exposer un produit à une communauté, il veut débattre avec un autre membre autour d'un sujet, nous sommes là pour créer un atelier et le faire soit sous forme restreinte, soit sous forme publique, comme le séminaire d'aujourd'hui. Alors, on passe au prochain slide. Là, c'est un petit rappel. À chaque groupe de travail, il y a un petit rappel de ce qui s'est passé pendant les 3-4 derniers mois. Voici une liste. Peut-être j'ai omis certaines choses, mais je pense qu'il est important de faire un zoom sur ces points précis. D'abord, l'annonce des fonds indiciels l'approbation par la SEC des fonds indiciels qui s'appellent des ETF en anglais aux États-Unis a fait vraiment a eu un grand impact
sur les investisseurs qui hésitaient avant de faire des investissements autour des plateformes d'échange et qui ont commencé à faire confiance aux 11 ETF qui ont été accordés, dans lesquels on trouve BlackRock et Grayscale, enfin les grands noms du trading aux États-Unis. Et il faut savoir que depuis janvier 2024 jusqu'à maintenant, les assets qui sont en management s'évaluent à 54 milliards de dollars à la date d'hier. Donc, j'ai eu le chiffre sur le total de ce qui est managé par ces 11 ETF. Ce qui montre l'engouement qu'ont les gens, les investisseurs qui veulent acheter des bitcoins, mais passer par une étape qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus conviviale, et s'adresser à des acteurs qui sont connus, qui sont légitimes, au lieu de passer par des plateformes inconnues et où il risque d'y avoir des arnaques. Alors, sur le Bitcoin, on peut faire quand même un zoom sur le fait qu'il devient de plus en plus programmable. C'est pas seulement un système de paiement et de stockage de la valeur, c'est aussi un système où on peut créer des NFT, exécuter des smart contracts et assurer une certaine scalabilité à travers deux concepts nouveaux que je vous invite à regarder de plus près si vous êtes intéressé, les ordinals et les BitVM. Les ordinals permettent de prendre les numéros des Satoshi, parce qu'un Bitcoin fait 100 millions de Satoshi et chaque Satoshi est numéroté. Donc, c'est à partir de ces numéros de Satoshi qu'on peut associer des NFT et on peut, sans toucher au Bitcoin lui-même, avoir une gestion de NFT par-dessus du réseau actuel du Bitcoin sans vraiment intervenir dans les programmes dans le processus de consensus ou quoi que ce soit. Le BitVM, c'est un peu comme EVM, c'est un bridge vers les sidechains, vers les rollups, des couches supérieures où on peut exécuter des smart contracts et on assure des calculs, donc comme le fait Ethereum, pour développer des applications. Bon, ça c'est un point important pour ceux qui sont adeptes de Bitcoin, sachant qu'il y a toutes les plateformes programmables qui continuent leur vie avec Ethereum, avec Tezos, où on trouve de plus en plus d'applications intéressantes. Le Bitcoin a eu un halving, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tous les 4 ans, on diminue de moitié la rémunération des mineurs qui réussissent à valider un bloc. Et là, on passe, avant le 20 avril, c'était 6,25 Bitcoin pour le mineur. Maintenant, c'est 3,125. Et en 2028, ça va être 1, quelque chose. Donc, le nombre de bitcoins générés toutes les 10 minutes approximativement diminue. Et c'était la formule qui a été programmée par Satoshi Nakamoto depuis le début et qui est en train de s'exécuter sans aucune faille et sans aucun changement. Ce qui fait que les gens sont maintenant de plus en plus attirés par comprendre ce que c'est le halving. Et il y a une formule qui commence à se dégager, qui est que le code est la loi, qui est vraiment illustrée à travers ce phénomène de Bitcoin qui de plus en plus intrigue la plupart des observateurs, comment ça peut marcher tout seul, sans autorité centrale, sans intermédiation. Alors, les plateformes programmables continuent leur chemin avec une concentration sur la scalabilité en ajoutant des layers complémentaires, et ça c'est le cas de pratiquement toutes les blockchains, tant Ethereum que Tezos. Les applications décentralisées, encore une fois, c'est le Decentralized Finance qui est dominant. On atteint à la date d'hier, par exemple, il y a 95 milliards de dollars qui sont gérés par les différentes applications de la DeFi. À un moment dont Ethereum occupe plus de 50%, donc 55 milliards. Et je rappelle qu'en novembre, on a atteint le 179 milliards, c'était avant que le scandale de FTX. Le scandale FTX a fait chuter le TVL et maintenant ça commence à reprendre. Alors la tokenisation, c'est un phénomène qui mûrit de plus en plus et on commence à parler de la tokenisation sérieusement, de la tokenisation des actifs matériels. Et ça veut dire l'immobilier, son véhicule, un tableau réel, analogique, pas un tableau numérique. Tout ça peut être mis sous forme de token, peut être géré, manipulé,
On peut faire des transactions autour, on peut le vendre, l'acheter, on peut le stocker, avoir un titre de propriété. Donc, de plus en plus, cette tokenisation qui, s'ajoutant à l'ETF, qui a banalisé ou vulgarisé davantage l'accès aux crypto-monnaies et la programmabilité de Bitcoin et de la plupart d'autres plateformes, prépare des perspectives très intéressantes. Donc, pour qu'on passe de systèmes centralisés vers des systèmes décentralisés où il n'y a pas d'intermédiaire. Mais bien sûr, il y a quand même des fondations qui travaillent d'une manière démocratique pour gérer le code et faire en sorte que les règles soient respectées. Alors, je cite deux initiatives institutionnelles intéressantes. Le BIS, le Bank for International Settlement, c'est la banque des banques, qui a décidé d'introduire la blockchain pour faire de la gestion de plusieurs actifs financiers. Tout ça dans le but d'améliorer la rapidité, la conformité et la confidentialité du système financier. Donc, ils veulent lancer le projet Internet qu'ils ont appelé Finternet. Donc, c'est quelque chose de très intéressant qui, en parallèle au CBDC, qui ne décolle pas vraiment. Il y a des projets d'application au-delà du CBDC ou de l'euro digital ou autre qui peuvent être intéressants à suivre. Et enfin, il y a Mobi, qui est un consortium des constructeurs et des équipementiers de l'automobile, qui a fait une alliance avec Gaia-X, en particulier le projet sur la mobilité de Gaia-X, pour faire en sorte qu'il y ait une interopérabilité dans le monde de l'automobile, de la mobilité en général, en bâtissant des solutions autour de l'identificateur des véhicules, ainsi que et de ses pièces de rechange, et en particulier la batterie, où il y a eu donc la notion de certificat de naissance de la batterie, ou la BBC, le Battery Birthday Certificate, qui vont être mis en place sur la base des DID et des VC, donc le Decentralized Identifier et les Verifiable Credentials de l'initiative W3C, qui a élaboré ces standards et qui ont été adoptés également au niveau de l'Europe. Et pour terminer ce flash, en Europe, on constate un grand succès de l'EPSI, et je pense que Christine va en parler. L'EPSI, c'est l'European Blockchain Service Infrastructure, qui a été mise en place, enfin, dont le projet a démarré il y a 3-4 ans, et qui maintenant commence à tourner avec des nœuds, un réseau complet de permissionnés, pas public, mais permissionnés, mais n'empêche que l'accès peut être public, mais c'est pas de permissionless, avec des applications intéressantes d'attestation, de traçabilité et de wallet. Donc voilà un peu ce flash. On peut y revenir dans le débat si vous êtes intéressé par commenter un point ou ajouter un événement qui vous paraît intéressant à lister. Et là, je vais passer au séminaire, aux exposés, donc, dont deux seront focalisés sur l'Alliance Blockchain France et qui seront présentés par Philippe Augier et Christine Hennebert. Et enfin, on aura un exposé sur le monde du Web3, un acteur du Web3 complet qui va nous parler de sa vision et des perspectives de Web3 en France et dans le monde. Et ça sera Clément Tequi de la société Capsule Corp Labs. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe Augier de la société Drone, sachant que chaque conférencier fera son exposé en 10-15 minutes, pourra prendre 2 questions chaudes qu'il va falloir traiter, et on laisse une demi-heure pour la fin pour avoir un débat sur l'ensemble des exposés et les points que je viens de présenter. À toi, Philippe. Merci Naja, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ici pour présenter l'Alliance Blockchain France en tant que vice-président et membre du bureau. Donc qu'est-ce que l'Alliance Blockchain France? Que voulons-nous faire et où en sommes-nous? Voilà un petit peu les sujets du jour. Et je laisserai ensuite Christine, ici présente, détailler un peu plus précisément les aspects techniques
en termes de développement de notre infrastructure, puisqu'on parle bien d'une infrastructure. Donc, sur le slide suivant, que je peux tourner tout seul, c'est très bien. Voilà. Pourquoi avons-nous créé l'Alliance Blockchain France? Notre propos était de répondre à un peu une absence de la France au niveau de l'activité européenne autour de la blockchain, dans le cadre de l'EBSI en particulier, en prenant en compte surtout que les autres pays européens sont très actifs dans la mise en place de leur propre infrastructure partagée avec une gouvernance locale pour orienter vers les applications pour les opérateurs privés et donc sur des structures de type le blockchain de consortium, blockchain privé. En particulier, l'exemple que l'on prend, c'est Alastria, organisation très active en Espagne, montée par des acteurs privés et qui offre donc une infrastructure partagée, ouverte, contrôlée, à gouvernance multiple et qui apporte donc beaucoup de puissance et de reconnaissance en termes de pérennité et de gouvernance. Mais on peut citer aussi ID Union en Allemagne et toutes les autres initiatives européennes. Donc l'ABF est parti de cette envie de combler un trou et de répondre présent en termes d'organisation française dans ce tour de table et dans cette organisation qui est en finale très européenne. Donc notre raison d'être fut de dire créons une infrastructure qui puisse être reconnue en tant qu'organisation française, avec des valeurs qui sont la souveraineté, se créer une autonomie, je dirais, stratégique en termes de structure, de contrôle de la donnée, de partage et de collaboration. Et les valeurs qui nous soutiennent est donc bien de dire nous ne sommes pas uniquement un fournisseur d'infrastructures, qu'on va détailler un peu plus tard, mais on propose une gouvernance ouverte, transparente, avec un certain nombre de valeurs sur la conformité aux normes, aux lois et aux règles, une sobriété énergétique et surtout une indépendance par rapport à différentes orientations nationales. D'autre part, l'interopérabilité est un aspect fondamental pour nous. Notre but, c'est de créer un noyau français, mais qui soit entièrement connecté aux autres acteurs, en particulier européens. Une ouverture dans l'usage, une ouverture dans les adhérents, mais malgré tout en partageant des valeurs communes de transparence et d'éthique. Donc, excusez-moi, il y a une petite interruption. Donc, l'Alliance, vous allez le voir, réunit des acteurs qui sont plutôt privés, mais très proches aussi des acteurs publics, avec l'Université de Lille, par exemple. Et notre but est vraiment de créer un consortium d'acteurs qui vont créer une confiance dans l'infrastructure que nous mettons en place et de mutualiser nos moyens techniques pour animer les différentes dimensions de cette initiative. Donc, vous le verrez, on a une orientation technique en termes de mise en place d'une infrastructure, mais notre objectif est aussi de développer les aspects juridiques, sécurité, éthique, qui sont naturellement et nécessairement associés à ce genre d'initiative. Qui sommes-nous? Nous sommes aujourd'hui une petite trentaine de membres, dont 17 sont identifiés membres fondateurs. Nous avons créé l'Alliance il y a maintenant un peu plus de 1 an et demi, 2 ans, et nous commençons à prendre notre rythme de croisière. Donc vous voyez les logos des entreprises qui ont contribué à la naissance de l'Alliance Blockchain France. Une volonté vraiment de partager les sièges, je dirais, la distribution des membres entre des grands groupes. Et on peut citer Capost, Orange Business Services et d'autres, et des entreprises moyennes et des startups.
Donc, nous sommes organisés autour d'un bureau dirigé par un président, et dans notre règle, nous avons une présidence tournante. Chaque année, nous changeons de président. Le premier président a été Antoine Maisonneuve de Orange Business Service, et à présent, c'est Olivier Sénaud, directeur innovation chez Docapost. Moi-même, je suis le vice-président pour les startups et les PME depuis le début. Ma société est en drone, spécialisée dans les blockchains de consortium et dans leur application dans la collaboration et l'échange de données. Thibaut Langlois-Berthelot est notre trésorier, et il est maintenant chez Yen Group, et Marc Durand, notre secrétaire. Nous accueillons depuis peu quelques nouveaux membres très intéressants, XRP Commons, Exaion, et aussi avec la présence de Gilles Deleuze, le directeur innovation de EDF, en fait, qui participe directement, qui devient très actif, OnePoint et Intech. Nous sommes aussi organisés autour de comités qui sont ouverts à tous les membres, et pour y contribuer collectivement à la mise en place et à la consolidation de notre initiative. Donc, un comité technique dirigé, animé par Christine Henbert, ici présente, qui se présentera. Un comité juridique animé par Sophie Grosjean et complété par Happy Conseil et Thibault. Un comité sécurité qui commence avec Emerson Peak de chez Exaion. Et depuis peu, nous avons aussi un comité communication, voilà, animé par Gilles Deleuze aussi de DF, et avec l'ensemble des membres du bureau. Donc, pour entrer plus dans le concret de comment ça fonctionne, avant de parler de trop de technique, le but, c'est qu'on ait une association basée sur la collaboration. Donc, chaque membre est utilisateur, mais peut être aussi contributeur. Donc, les infrastructures, à terme, on aura peut-être plusieurs infrastructures. Hein, on se veut très ouvert en termes de technologie et adaptatif par rapport aux différents besoins. Les nœuds seront hébergés par les membres volontaires de notre organisation. Et nous avons aujourd'hui, Christine en parlera, un testnet, bientôt mainnet, qui tourne déjà sur 8 nœuds, et donc 8 contributeurs. Et ensuite, cette infrastructure est ouverte aux différents utilisateurs pour déployer leurs applications. Nous nous fournissons les premiers layers, et les services commerciaux, les services économiques seront portés par les membres de manière indépendante. Nous avons vocation à apporter une solution compétitive aux acteurs industriels, aux acteurs économiques, donc compétitif en termes de coûts, compétitif en termes de sécurité, d'évolutivité, de performance et de consommation d'énergie. Et nous attendrons de chacun des membres qu'il soit un peu plus qu'un utilisateur, mais qu'il soit aussi un contributeur sur la stratégie, notre autonomie, les règles que nous devons suivre, et la gouvernance collective de cette association et de son infrastructure. Nous avons une volonté d'être souverain, même si ce terme reste un petit peu à définir au jour le jour. Et c'est le but d'avoir ce collectif qui est en débat régulièrement, de qu'acceptons-nous dans notre mode de fonctionnement, qu'acceptons-nous comme type d'interface et comme application qui pourrait être déployée. Hein, on songe à aussi un comité éthique qui pourrait définir quelles sont les limites que l'on se donne en termes d'emploi et d'usage de cette infrastructure. Notre vision, je vais déjà commencer à la présenter globalement, c'est de dire nous mettrons à disposition une infrastructure opérationnelle avec deux zones en fait, hein, une zone que nous appelons de collaboration et ensuite au-dessus une zone de compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la zone de collaboration est vraiment le bien commun que nous allons bâtir tous ensemble, hein, donc vraiment les couches basses opérationnelles d'infrastructures, de mécanismes blockchain et en particulier de consensus, et tout un tas d'outillages qui seront associés, en particulier au niveau de l'identité,
des intervenants et du wallet, de l'identité en tout cas. Mais ensuite, chacun sera libre de déployer ses applications, ses smart contracts sur cette infrastructure et donc de rentrer en compétition et de vendre ses services avec la promesse d'avoir une infrastructure qui soit pérenne, qui soit solide et reconnue et qui soit conforme aux règles et qui soit aussi adaptable et connectable aux différentes infrastructures européennes, le BSI en particulier. Donc interopérabilité, standardisation, solidité de l'infrastructure, performance, mais surtout aussi après un outil qui est à mettre dans vos mains pour développer et sécuriser vos applications et vendre vos services. Notre plan a été déjà de mettre en place cette philosophie d'alliance, de converger entre nous en tant que membres et de se donner une roadmap qui soit la plus concrète avec la mise en place d'une infrastructure. Donc, on est vraiment centré sur le concret aujourd'hui et nous avons aujourd'hui un testnet qui tourne depuis bientôt un an autour de 5 nœuds qui nous a permis d'évoluer sur les standards de fonctionnement, sur les protocoles de consensus, sur l'opérationnel et le monitoring, sous la haute main et la haute gouvernance de Christine. Et petit à petit, nous faisons monter en puissance cette infrastructure, 5 nœuds, 6 nœuds, etc. Et de rajouter des kits, des outillages pour permettre de dire, voilà, prenez en main aisément cette infrastructure, c'est la vôtre. Elle va vous permettre de vous appuyer sur une infrastructure de confiance et à tous les points de vue pour développer vos propres services. Mais je vais laisser ensuite Christine nous décrire la prochaine étape importante, qui est de dire ce testnet fonctionne très bien. Nous avons appris et peaufiné les réglages de cette infrastructure et nous sommes maintenant fin prêts à offrir cette infrastructure comme un mainnet réellement opérationnel et capable de porter des applications. Nous avons déjà des applications qui ont prévu de s'installer sur ce mainnet entre juin et septembre. Je citerai entre autres Orange et Hack Data Hub qui prévoient d'utiliser cette infrastructure ABF pour supporter leurs services. Nous-mêmes chez Droon, on envisage de passer la blockchain des fréquences pour la NFR sur cette infrastructure. Et voilà, et d'autres membres sont aussi en train de se préparer pour tester et déployer leurs services sur cette infrastructure qui sera bientôt la vôtre et disponible à tous. Voilà, merci. Si vous avez des questions, sinon je passe la main à Christine. Oui, s'il y a une question ou deux brûlantes, on peut les prendre, sinon on attend la fin de l'exposé de Christine peut-être. Question, il y a... Alors, sur quelle blockchain tourne le layer 1 ? Je vais laisser Christine tout à l'heure répondre. Okay. Je prends la main. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Christine Henberg, je travaille au CEA à Grenoble. Et donc on participe au titre de NanoELEC, donc de l'Institut de recherche technologique, à l'Alliance Blockchain France. Je m'occupe d'animer le comité technique pour arriver à faire travailler tout le monde ensemble à la collaboration d'une infrastructure qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien et dont on est en train de faire monter le niveau de maturité en productivité, en production, pour avant de passer au mainnet, en fait, pour pouvoir je dirais faire de l'expérience et valider certains aspects là en ce moment de maintenance pour pouvoir ensuite au mainnet être plus à l'aise sur les mises à jour quand ce sera passé à l'échelle, on va dire. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce slide là où Philippe s'est
donc a commencé à parler. Donc actuellement, on a un testnet qui tourne, qui est la version 2. Donc ouais, par rapport aux slides initiaux, les dates ont été un petit peu décalées parce que on a pas mal travaillé sur la maintenance en avril là, et donc actuellement le kit de déploiement du V3 est prêt. Et donc on a une réunion demain pour voir ensuite le protocole de mise à jour avec les autres membres de l'association. Le but étant de préparer le travail suffisamment précisément en amont pour que quand on propose aux autres membres qui sont volontaires pour porter des nœuds, ça leur prenne le moins de temps possible, en fait, soit le plus efficient possible. Donc voilà, le testnet V3 par rapport au V2, ce qu'il va apporter en plus, c'est un niveau production qui est aujourd'hui un niveau plutôt, voilà, vraiment le dernier niveau avant de passer au mainnet, un niveau vraiment élevé de production. Et on a beaucoup travaillé les aspects sécurité au niveau de l'architecture même du nœud et le niveau aussi de maintenance qui n'est pas une mince affaire si on veut garder un consensus ouvert, parce que dès lors qu'il y a de la maintenance, il faut qu'on ait le consensus à la majorité, ce qui implique quand même que tout le monde donne son vote. Et donc, il faut arriver à laisser la voix à tout le monde sans que ça prenne beaucoup de temps à chacun. Et c'est là où il faut qu'on trouve les bons compromis, en fait. Donc, voilà pour le V3. Dans la suite du V3, donc le mainnet, on l'a repoussé en septembre parce que, en fait, on démarre en parallèle un travail sur la Self-Sovereign Identity au niveau du développement. Donc voilà, ça démarre aujourd'hui. En fait, on a le développeur qui prend son poste aujourd'hui. Et donc sur ce travail-là, en fait, on va déployer sur le testnet un premier cas d'usage, supporté par des smart contracts, pour pouvoir identifier les membres de l'association en tant que personne morale, en tant qu'entreprise. Donc l'idée, en fait, c'est de dire à partir du moment où une personne adhère à l'association, elle adhère au titre de son entreprise. Son entreprise va être identifiée sur la blockchain, donc avec son numéro de SIRET. Enfin, après, on peut définir des éléments publics qui l'identifient, ce qui va lui permettre de pouvoir disposer du token de gaz pour pouvoir ensuite écrire sur la blockchain, voilà, si elle le souhaite, et ce sera aux entreprises d'enrôler ces salariés ou ces dispositifs qui peuvent écrire sur le système, et donc qui en sera responsable. Donc on a le fait, du coup, en fait, ce premier cas d'usage SSI, ça nous permet de mettre en place tous les mécanismes d'une Self-Sovereign Identity selon le standard, enfin, selon le BSI. Donc ce qu'on veut, c'est être complètement interopérable avec l'Europe et la blockchain européenne. À l'Europe, il y a une directive qui dit que chaque pays membre doit aujourd'hui fournir à ses citoyens les moyens de s'identifier numériquement via un wallet, dans le UD Wallet. Et donc, on n'est pas forcément en avance sur ce sujet-là par rapport à d'autres pays européens, mais à la limite, c'est presque, on va aussi en faire une force au sens où on va tout de suite aller vers les profils d'interopérabilité qui sont en train de se mettre en place en ce moment et qui sont efficients aussi, qui permettent de vraies collaborations entre les pays. Là où d'autres pays qui ont une blockchain depuis longtemps, je pense à l'Astria en Espagne, doivent aujourd'hui se mettre à jour. Et c'est un vrai problème pour eux, cette mise à jour qui est un grand saut en fait. Et donc voilà, nous on n'a rien, donc on va aller directement sur des profils interopérables avec le BSI. Et pour l'instant, le profil de Self-Sovereign Identity qu'on a sélectionné, c'est celui de la Dutch Blockchain Coalition, qui est donc les Pays-Bas, et qui a le profil le plus, qui vient de sortir sa V3 d'ailleurs, qui a le profil le plus actuel, et ce profil-là d'ailleurs va être choisi aussi par l'Europe. C'est eux qui ont mis quelque chose en place là qui est pas mal. Donc ce qui nous permettra déjà de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Voilà, le cas d'usage SSI, là on est parti sur 4 mois de développement pour mettre en place les briques, et on le testera sur la version 3 du testnet avant de lancer le mainnet avec ce premier cas d'usage disponible pour les utilisateurs de la blockchain.
Voilà, je m'arrête sur ce slide-là. Je vais passer à des aspects un petit peu plus techniques par la suite. Par contre, j'arrive pas. Si c'est bon, j'arrive à passer les slides. Donc, alors, Philippe, il vous a dit que dans l'association, on est agnostique au niveau de la technologie. Cependant, on a un temps contraint. Donc, pour la première infra, on a fait des choix et on a choisi en première infra de déployer avec une technologie Ethereum, donc un Go Ethereum open source qui est déployé sous forme de blockchain de consortium. Parce que c'est une technologie qui rassemble le plus de monde en fait. Dans la suite, on s'interdit pas de déployer d'autres technos selon ce qui se présente, les demandes, les besoins, etc. Le protocole de consensus actuellement, c'est Click. Donc Click, c'est le protocole de consensus qui est tiré avec Ethereum. Alors, on aurait pu faire d'autres choix parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de blockchains avec des clients Ethereum qui utilisent d'autres protocoles de consensus, mais il nous a semblé, au regard de l'état de l'art et de la littérature, que Click est le protocole qui, est le plus économe en énergie, c'est-à-dire qui demande le moins d'échanges en communication pour arriver au consensus, tout en conservant une sécurité tout à fait acceptable. Et l'autre point fort de Click, c'est que dans les consortiums privés, c'est celui qui passe le mieux à l'échelle. Et c'est un objectif aussi pour nous de pouvoir passer à l'échelle, sachant que plus on aura de validateurs, plus notre blockchain sera disponible et solide. Et donc, pour ces deux raisons, on travaille aujourd'hui avec Click. Voilà. Après, c'est pareil, le protocole de consensus, c'est quelque chose qui pourra évoluer dans le temps, mais pour un premier choix, le passage à l'échelle et le côté plutôt green sont des atouts qui peuvent valoriser aussi l'infra qu'on déploie. Donc notre blockchain, elle supporte des smart contracts. Alors c'est des EVM, donc nous on travaille avec Solidity, mais in fine dans les EVM, on peut travailler, je dirais, à la marge avec n'importe quel langage de smart contract pourvu que le bytecode, que le compilateur fournisse du bytecode qui est interprétable par l'EVM. Donc Solidity, ça marche très bien. Viper, ça marche très bien. Et après, moi perso, j'ai pas testé d'autres langages, mais je pense qu'il en existe qui peuvent aussi fonctionner dessus. Et je vous ai parlé déjà du cas d'usage SSI, donc qui est en cours de spécification et de développement actuellement. Voilà. Alors, j'ai tourné la page un peu vite. Je m'arrête rapidement sur l'accès à la blockchain pour expliquer un petit peu comment on a construit notre affaire. Donc, on a deux types d'acteurs aujourd'hui sur le réseau blockchain. Soit des nœuds qui sont bleus et qui sont des peer nodes. In fine, ce sont des validateurs. Donc, c'est ces nœuds-là qui ont le droit d'écrire, en fait. Et c'est eux qui supportent, donc qui ont une copie complète du ledger avec tout ce qu'il faut au niveau consensus pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on écrit dans le ledger. Mais pour des raisons de sécurité, ces nœuds-là ne permettent pas d'utiliser la blockchain en tant que client. Donc ils n'ont que comme rôle, les nœuds bleus, de maintenir la disponibilité du système, en fait, de maintenir le système disponible pour les utilisateurs. Pour pouvoir utiliser la blockchain, il nous faut des nœuds qu'on appelle vérifieurs, qui sont des nœuds orange sur le slide. Et donc, c'est par ces nœuds-là que l'on peut connecter un client et envoyer des transactions. Et donc, sachant qu'à l'intérieur du réseau, les nœuds vérifieurs et les nœuds validateurs se causent pour pouvoir récupérer les transactions entrantes dans un même pool et ensuite les traiter. Ils sont traités par les validateurs. Donc voilà. Après, l'architecture a été construite par étapes, donc pour pouvoir être au niveau le plus haut possible côté sécurité et notamment côté sécurité réseau, sachant que dans le cycle de vie de l'infra, il y aura des mises à jour pour continuer, je pense, à améliorer cette question-là, même si on a essayé de bien la construire au départ. Et Christine, on a une question de clarification là, de Clément. Oui. Qui dit, c'est une blockchain de layer 2? Non, alors, c'est pas une layer 2,
c'est une layer 1. Alors après, en termes de terminologie, pour moi, si on est d'accord sur les définitions, une layer 2, ça va être une blockchain qui vient donc qui est indépendante, on va dire, et qui vient s'ancrer sur une blockchain publique, par exemple comme type Ethereum Mainnet. Alors la nôtre, pour l'instant, elle n'est pas raccrochée à une blockchain publique, donc elle serait plutôt layer 1. Et pour l'instant, à court terme, il est pas prévu de la raccrocher à une C'est blockchain. pour clarification, hein. Clément pose la question, mais effectivement, pour tout le monde, je pense qu'il est C'est intéressant pas de non plus une clarifier. sidechain, c'est vraiment une blockchain layer 1 qui pour l'instant est indépendante et autonome. Voilà, elle est L'idée, c'est d'être autonome. interopérable avec nos partenaires européens. Et l'interopérabilité aujourd'hui, alors on est encore naissant, hein, mais pour l'instant, l'interopérabilité, elle est plutôt traitée sous forme de standards au niveau des protocoles et des moyens de communiquer ensemble, en fait. Donc, Et un point voilà. important, effectivement, qu'on n'a pas expliqué avant, il n'y a pas de token de crypto-monnaie derrière. Hein, on est sur un utility token dont le mode de fonctionnement reste à évaluer. Mais en pratique, vous êtes adhérent de l'ABF, vous êtes un des membres, euh, vous aurez un accès à très bas prix et avec un prix plat à l'infrastructure. Donc il n'y a pas de Alors, consommation. Il y aura du gaz, mais le modèle économique de fonctionnement reste à peaufiner. Mais le but, c'est d'avoir un usage collectif et ce qu'on appelle en bon père de famille de l'infrastructure dans un usage raisonnable. Mais euh, voilà, il y a pas de crypto, mais il y a quand même les fonctionnements classiques, mais qui seront payés par des utility tokens liés à votre adhésion. alors, pour répondre, je ne sais pas si je réponds maintenant aux questions, mais oui, c'est un fork d'Ethereum. Est-ce qu'elle est open source? Alors, là aussi, ça dépend ce que vous entendez par open source. Il y aura un token pour éviter le déni de service, donc un token d'usage. Et le code de Go Ethereum est open source. Après, nous, on l'a customisé au sein de l'association. Au sein de l'association, le code est ouvert aux membres. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est une blockchain permissionnée avec un modèle économique qui est custom, c'est-à-dire il est adapté à l'environnement de l'écosystème français. Et ce qu'a expliqué Christine, c'est une façon d'utiliser les ressources par les utilisateurs avec des jetons qui sont distribués peut-être gratuitement ou selon certaines règles. Donc voilà, c'est vraiment permissionné avec des règles de gouvernance qui sont propriétaires pour l'instant. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir offrir l'accès à une infrastructure blockchain au tissu industriel français en tentant au maximum que les coûts soient faibles, voire très faibles, et qu'il n'y ait pas de fracture numérique sur l'accès à la blockchain quelque part. Donc, d'en simplifier l'usage pour permettre que ce soit un effet de levier sur l'adoption de la technologie dans le tissu industriel français. Voilà, je ne sais pas si c'est clair et si ça répond à vos questions. Je vais passer rapidement à la suite. Moi, je pense que globalement, j'ai essayé d'expliquer les choses. Après, j'ai fait des captures d'écran, si j'arrive à m'arrêter sur le slide. Voilà, pour vous montrer que ça tourne. Donc, ça, c'est une capture d'écran d'un nœud validateur sur le testnet V2. Donc, où on voit en effet les blocs minés. Quand vous voyez un petit, maillon, c'est qu'un nouveau bloc a été miné. Et donc, sur cette vue-là, je crois qu'elle a été prise au mois de février et on en est au bloc 540 000, je crois, quelque chose comme ça. Une autre vue qui est la vue d'un nœud vérifieur, ce coup-ci, où on voit les transactions qui arrivent. Et donc, là, j'ai lancé une application qu'on a déployée dessus au CEA. Et donc, le nœud vérifieur capture les transactions et pour les passer en interne au nœud validateur. Dans la suite, j'ai fait des captures sur nos outils de scan et de monitoring de la blockchain. Donc ici, on a au niveau du navigateur la visualisation des blocs qui passent. Donc ici, on en est au
591 000. Et dedans, on peut descendre pour voir les transactions qui sont incluses dans le bloc, etc. Donc là, typiquement dans ce bloc-là, il y a une transaction de value transfer, c'est-à-dire une transaction de compte à compte, donc qui est un transfert d'Ether qui, in fine, devait correspondre à donner des tokens à un dispositif pour qu'il puisse envoyer des transactions vers la blockchain. Et sur celui d'après, j'ai fait une capture sur un contrat call, qui est une transaction donc du dispositif vers un smart contract qui est déployé dans la blockchain pour, voilà, je ne sais plus l'application, mais ça devait être pour enregistrer ou transférer des données. Donc tout ça pour vous montrer en fait qu'on a une infra qui est opérationnelle et sur laquelle on peut déployer des vrais cas d'usage en fait. Et que derrière, après, voilà, on est en train de construire des outils pour faciliter l'usage. Puis après, chacun peut aussi utiliser les siens, sachant que le protocole d'accès à la blockchain, c'est tout basé sur de l'open source Ethereum, donc du Web 3.js, Web 3.py, etc. Et que de ce fait, il y a beaucoup d'outils qui servent déjà éventuellement avec d'autres Ethereum clients qui sont vraiment réutilisables en plug and play, quoi. Il suffit juste de changer les paramètres du réseau. Donc voilà pour la présentation technique. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Oui, il y a beaucoup de questions en fait. D'abord, sur quelle blockchain tourne le Layer 1? Je pense que tu as répondu, donc c'est Ethereum, Besu, non? C'est pas Besu, c'est GoEthereum en fait. Parce que Besu, ça offre une couche supérieure sur les parties authentification, autorisation. Et on n'a pas souhaité aller vers Besu sur ce premier déploiement parce que d'autres pays européens ont fait le choix de Besu, mais in fine, GoEthereum va être compatible avec Besu, mais Besu n'est pas compatible avec autre chose que Besu. Et donc, ça nous offre une interopérabilité plus grande. Et l'autre aspect que ça offre, c'est ça permet aussi que des nœuds vérifieurs puissent être ouverts publics sur certains cas d'usage. Donc, question juste corollaire, est-ce un fork d'Ethereum? Oui. Après, non, c'est pas un fork d'Ethereum, c'est un clone d'Ethereum. Ouais, au niveau des mots, okay. C'est pas un fork, c'est un clone. C'est pas un fork. Alors, Julien, quelles sont les conditions d'accès à la documentation sur la gouvernance du réseau, sur le consensus et sur les spécifications? Pour l'instant, il faut être membre de l'association à ce jour. Après, ça va peut-être évoluer. On est encore un jeune. On va sûrement. Alors, on a un site internet. Il y a des informations dessus. Il n'y a pas ces informations purement techniques à ce jour, mais on commence à l'étoffer. Donc, il faut nous laisser un petit peu de temps là pour étoffer le site internet. Et à l'instant T, il faut être membre de l'association. Dans quelques mois, il y aura de plus en plus d'infos sur le site internet. D'accord. Donc aujourd'hui, l'association, on est des membres qui travaillons volontairement pour sa mise en place. On n'a pas d'équipe dédiée et de structure, alors que Alastria et d'autres en ont. Voilà, quand on aura plus de membres et de fonctionnement, il y aura une équipe technique dédiée pour la documentation, pour le maintien de toute cette librairie partagée. Il faut organiser la fonction support client et coaching et tout ça. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il faut rappeler on n'a eu aucun financement. Elle est autofinancée par ses membres, l'Alliance. Absolument. Tout à Donc, fait. pour organiser le support et tout, il va falloir trouver des budgets parce que, bon, il faut que ce soit une bonne qualité. Je salue Théo Team Forest qui est dans les participants avec qui nous avons échangé à la DGE. Très bien. Alors, l'autre question, mais on va peut-être laisser les questions pour la suite, donner la parole à Clément qui attend impatiemment parce qu'il nous reste 35 minutes. Donc, voilà. Vas-y Clément, puis on reprend le reste des questions par la suite. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Il y a un peu d'écho, non? Ok. Enchanté. J'ai posé pas mal de questions en plus dans le chat, donc
Ravi de pouvoir échanger ensuite par la suite. Donc, Clément Techie, je suis cofondateur de Capsule Corp, qui est aujourd'hui une société de software engineering spécialisée. On t'entend pas, Clément. Ouais, Clément, il y a un souci de son, on n'a plus de son de ton côté. On t'entend pas, hein, il n'y a toujours pas de son. Clément, là, pour le coup, ton micro est coupé. En plus, peut-être du problème de son. Ok, tu étais au courant. Merde. Et là, c'est mieux? Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, bon. oui. C'est bon. Ok, très bien. En fait, c'était bizarre, c'est que mon iPhone s'est se connecté en fait sur le système son. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour ça. Donc du coup, j'ai éteint mon iPhone pour pouvoir intervenir. Donc je sais pas où est-ce que vous en étiez, où est-ce que ça a coupé. Depuis le début, recommence depuis le tu début. peux recommencer, ouais. Oh, ok, très bien. Donc Clément Techie, donc moi je suis cofondateur de Capsule Corp, qui est une société de software engineering spécialisée en cybersécurité et chiffrement de la donnée. Donc, on a pu développer ce qu'on appelle un KMS, un Key Management System, donc qui est on va dire une infrastructure permettant de chiffrer de la donnée de manière la plus sécurisée possible. Donc, on vient utiliser plusieurs briques technologiques différentes qui vont des enclaves développées par SGX développées par Intel, les enclaves SGX, des clés de Shamir. On arrive à venir décentraliser tout ça pour essayer de créer des réseaux de communication d'enclave à enclave. Donc ça, c'est sur la partie protection, chiffrement de données. Et derrière, on vient apporter cette technologie de chiffrement de données à des écosystèmes blockchain. Donc, on a créé une première blockchain qui s'appelle Ternoa, qui est une blockchain, alors pour le coup, qu'on a construit sur l'écosystème Polkadot, donc plutôt le framework de développement Substrate. Là, on est en train de développer un layer 2 ZKEVM sur Ethereum pour toujours apporter cette technologie de chiffrement de données. Et je suis également donc CEO de Capsule Corp Labs, qui est, on va dire, le bras armé de cet écosystème, cherchant à développer des cas d'usage autour de notre blockchain et autour de notre écosystème. Donc aujourd'hui, on est en acteur privé le plus grand écosystème français de blockchain, puisqu'on a une trentaine de dApps qui tournent, des clients qui essayent de développer des applicatifs. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qui a pu être présenté, nous, on a une approche très, on va dire, natif Web3, dans le sens où on s'est financé via une vente de tokens sur le marché, qui nous a permis de pouvoir financer la R&D permettant de développer. Ensuite, lorsqu'on a un projet, je vais dire nativement blockchain, on a la nécessité de devoir développer une communauté d'utilisateurs, de followers sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000 followers sur nos différents réseaux comme Twitter, Instagram, TikTok, etc., qui sont autant de gens qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à notre écosystème. Et à travers le Labs, donc comme je le disais, on travaille à la fois avec des grandes entreprises. Donc on a comme client par exemple Stellantis, Caisse des Dépôts, pour essayer d'explorer des cas d'usage autour du Web3 en général et de nos technologies de chiffrement en particulier. Et on travaille aussi avec un écosystème de startups qui vont chercher à développer des cas d'usage. Donc, on a pas mal dans le gaming notamment, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui vont plutôt bien.
Donc voilà une première, on va dire, overview de ce qu'on a pu faire au cours des 4 dernières années. Et après, si vous voulez, je vais essayer de rentrer dans des cas d'usage un peu plus spécifiques qu'on a pu développer ou qui peuvent être intéressants parce que, en tout cas, c'est vrai que de manière générale, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de pouvoir dire que la blockchain apporte des solutions ou des cas d'usage réellement impactants pour des industriels, pour des grandes marques. C'est quand même une des problématiques qu'on a aujourd'hui, je pense, dans notre écosystème. C'est, par exemple, par rapport à des technologies comme l'intelligence artificielle où les grands groupes ont pu voir très rapidement les gains de productivité que cela pouvait avoir au niveau des équipes et avoir des effets quasi immédiats en termes de rentabilité, en termes de ROI. C'est vrai que pour le Web3, pour discuter avec et avoir discuté avec un très grand nombre de responsables d'innovation de grands groupes, etc., la rentabilité est beaucoup plus difficile à mesurer. Donc, c'est pour ça que c'est des processus qui sont lents à se développer. Et rentabilité beaucoup plus dure à identifier et en même temps, cas d'usage très compliqué à identifier. Donc, c'est pour ça que je posais la question, par exemple, par rapport la blockchain que vous avez présentée, Christine, savoir si vous avez trouvé, vous, des acteurs qui sont prêts à payer des frais pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir créer des cas d'usage et se dire, ah oui, ça c'est vraiment révolutionnaire, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de changer d'échelle sur tel ou tel sujet, de pouvoir aller chercher de la rentabilité, etc. Nous, on est encore, je dirais pour l'instant, on est en train de créer l'infra, mais l'idée, en effet, c'est surtout de pouvoir fournir une infra où on n'a pas la problématique d'acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que l'accès à l'infra soit possible sans avoir besoin de trader de la crypto-monnaie ou de passer par un intermédiaire pour le faire. C'est-à-dire qu'en adhérant à l'association, on pourra l'utiliser simplement. Ce que je veux dire, c'est que bon, ça c'est une modalité, mais est-ce qu'on a trouvé des cas d'usage parce qu'à la fin, c'est pas très grave d'utiliser une crypto-monnaie pour pouvoir payer un transaction fees. En général, ça représente un pouillème d'un cas d'usage. Si vous êtes sur des cas d'usage financiers, oui. Nous, au CEA, on est sur des cas d'usage où on connecte directement de l'embarqué, donc des cartes électroniques dessus. C'est plus compliqué de fonctionner avec de la crypto-monnaie quand on parle d'une carte électronique et non pas d'une personne qui envoie une transaction, quoi. Donc, tous les cas d'usage sont liés à l'IoT, qui sont liés à la data et à la data qui est générée par une box Internet, par exemple. On n'est pas dans le même scope qu'un cas d'usage où la transaction, elle part d'un smartphone ou d'un PC d'un utilisateur, en fait. Alors Clément, c'est une bonne question parce que on se la pose aussi. Nous, ce qu'on regarde, c'est que quand on compare avec Alastria, qui est une infrastructure en Espagne, ils ont 150 membres et qui payent des cotisations relativement élevées, 15 000 euros, 20 000 euros. Et il y a énormément de cas d'usage qui sont déployés. Et on voit aussi une grosse dynamique en Allemagne et dans d'autres pays. Et donc, effectivement, quand en France, on dit où est le panorama, où sont les utilisateurs de la blockchain en dehors de DeFi, je voudrais dire, dans la collaboration, dans la donnée, dans l'identité, on a du mal à faire la photo précise de cet environnement. On va peut-être, grâce à ça aussi, le découvrir tous ensemble. Le premier exemple intéressant que je citais, qui est Hack Data Hub, qui est avec Orange, et est assez emblématique de dire que les agriculteurs, avec Hack Data Hub, ont une identité digitale sur une blockchain qui leur permet de simplifier énormément toutes leurs déclarations administratives. Donc, on est sur un système collaboratif, administration, organismes et agriculteurs, pour de la collaboration autour de la donnée sécurisée par des vérifications d'identité. Voilà. Et je suis prêt à parier qu'il y a de nombreuses applications qui peuvent émerger dans cette même logique autour de nous.
Voilà. Chez Drone, on a une application assez simple de collaboration avec une administration de l'État, et on a d'autres solutions qui sont en train d'émerger, qui sont aussi sur cette collaboration. La blockchain peut être un outil formidable de productivité pour échanger de la donnée, suivre des contrats, des transactions de différents types entre acteurs de manière extrêmement fluide et de manière aussi extrêmement sécurisée. Donc nous sommes convaincus, c'est pour ça qu'on a lancé cette alliance, que la blockchain en tant que telle peut être une alternative très forte, très intéressante au cloud sécurisé, en offrant quelque chose qui est plus ouvert, plus flexible et qui permet de répondre aux attentes des acteurs économiques. Bien sûr. Après, enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui un acteur privé, je sais pas, Stellantis qui dit je mets 1 million d'euros là-dedans. C'est ça le. On n'a pas Encore. Après, moi je pose des questions parce que moi ça fait 3 ans que j'essaye de faire du BD avec des grands comptes, donc on arrive à faire des POC, etc. Mais enfin, le contrat il dépasse jamais 80, 100 000 euros, vous voyez ce que je veux dire. Et une start-up, en tout cas dans un acteur privé comme le mien, qui a des logiques financières, qui doit entretenir, qui a des fonds d'investissement, qui a de la pression pour pouvoir avancer, etc. Si on n'est pas en capacité de signer des contrats à 500 000, 1 million, en fait, c'est des modèles économiques qui n'avancent pas. Voilà. Moi, j'ai un commentaire là-dessus. En fait, je suis cette technologie depuis pas mal d'années, plus de 3 ans. Et la grande difficulté, parce que c'est une question essentielle, Clément, que tu poses, la grande difficulté de la blockchain et son acquisition, c'est que, à l'opposé de l'IA où une entreprise peut acheter et l'exploiter, la blockchain, ça marche lorsqu'il y a un groupement d'entreprises. C'est une informatique pour une communauté. Donc, la décision qu'une communauté peut prendre ensemble pour acheter et exploiter, regarde l'expérience de Hyperledger dans le transport maritime. Pendant quelques années, ça a marché, puis après, ça a floppé. Et aujourd'hui, par exemple, les 2 cas que j'ai cité 2 cas où il y a de la collaboration. Le BIS avec le Bank of Settlement, c'est plusieurs banques qui vont travailler ensemble. Et l'autre cas, c'est Mobi, toute l'industrie automobile avec Gaia-X. Mais Mobi a été constitué avec une centaine d'acteurs. Et c'est réussir à avoir un accord entre plusieurs acteurs, de travailler ensemble et d'investir des millions, hein, comme tu es en train de le chercher. Ça, c'est vraiment une difficulté. Ça va venir, mais c'est pas… En fait, le problème, c'est que moi, je suis dans l'écosystème blockchain depuis 2015 et ça fait quand même 9 ans que j'entends ça va venir. Vraiment, c'est… Après, en termes de maturité de technologie, on n'y est pas encore sur la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le panorama des blockchains, on a quand même une quantité de technologie qui est juste invraisemblable, une lecture du panorama qui est impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Et je pense que ça nuit beaucoup à des investisseurs. Je pense que la façon de pouvoir… c'est encore trop jeune. Je pense qu'en termes de maturité, on n'y est pas encore pour pouvoir lever des sommes, comme tu le dis. Et ça passe par les standards, c'est-à-dire arriver à avoir des standards qui permettent en effet de pouvoir… peut-être prioriser certaines technos par rapport à d'autres, de pouvoir avoir l'utilisation des outils qui s'interconnectent et de l'interopérabilité. Et ça, c'est dans la mouvance, ça va venir, mais ça se fait pas du tout. Mon point, c'est, j'ai pas dit qu'on pouvait pas lever des millions. Ça, c'est facile, toute proportion gardée, mais des projets qui ont levé des millions, des centaines de millions, on a plein. Hein. Tezos, ils avaient levé 200 millions à l'époque. Oui, on ne parle pas de la même chose. C'est pas un utilisateur Tezos, c'est un. Non, ce que je veux dire, c'est que des fournisseurs d'infrastructures, il y en a beaucoup. Tezos, Swift, Aptos qui viennent de lever 300 millions, Aveil qui vient de lever 50 millions sur la data availability, etc. Enfin, des acteurs de technologie qui créent des infrastructures, qui créent tout le set finalement qui permet de développer des cas d'usage, il y en a, et en général, ces acteurs, ils arrivent à lever des fonds. Moi, mon point, c'est est-ce qu'il y a une réelle demande de marché pour toutes ces infrastructures? Dit autrement, aujourd'hui, Tezos, ils sont valorisés peut-être 500 millions de dollars dans ces eaux-là. Ils génèrent 5 000 $ de transactions sur la chaîne par jour. Je dis, bon, en fait, il y a une boîte qui vaut 500 millions et son usage réel, c'est 5 000 $. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, et pourquoi c'est 5 000 $? Parce qu'il n'y a aucun acteur, aucun Stellantis, etc., ou des grands groupes du CAC 40,
regarder l'écosystème français, qui se dit j'investis pas sur la technologie blockchain, sur des cas d'usage sur la technologie blockchain. Typiquement, si demain Stellantis dit nous on a des discussions pour faire la création de passeports automobiles qui pourraient être certifiés sur blockchain. Bon, bah, s'il y a tous les véhicules qui le sont, ça générera des transactions. Mais en tout cas, la blockchain, c'est une option parmi d'autres, c'est pas forcément celle qu'ils vont retenir. Idem, on a des discussions aujourd'hui avec, dans le cas de la réglementation IDAS du gouvernement qui veut restreindre l'accès aux sites pornographiques à vraiment plus de 18 ans, donc créer des wallets ou créer des identités numériques, etc., qui permettent d'avoir accès. Ça peut être des cas d'usage blockchain, mais c'est une des solutions qui est envisagée et c'est même pas sûr que ce soit la blockchain, premièrement. Et deuxièmement, en plus, ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est que, encore une fois, il y a quand même quelques acteurs français de la blockchain, comme Massa, comme Terre-Noire, etc., et évidemment, comme d'habitude dans les nouvelles technologies, les grands groupes, dès qu'ils font une initiative, il faut surtout ne pas choisir un fournisseur français. Ce serait quand même dommage qu'on ait des acteurs technologiques leaders. Si on peut choisir un Indien ou un Américain, c'est quand même mieux. Donc, si vous voulez, d'une part, il y a très peu de cas d'usage, et ça, on peut l'avoir. Et les très peu de cas d'usage qui existent, c'est toujours d'autres acteurs qui sont sélectionnés. Bon, Clément, revenons un peu à la présentation. Tu veux encore compléter ton exposé ou on passe au débat? Comme vous voulez, on peut. Non, mais si tu as fini, parce que tu avais. Après, nous, les cas d'usage, juste pour finir sur les cas d'usage, justement, moi, ce qui. Ah, ton micro. Tu as toujours le micro coupé, mais bon. Je me permets dans ce cas-là de rebondir sur ces points, hein, si on rentre dans le débat. Je veux dire, il ne faut pas prendre les problèmes à l'envers. Le but n'est pas de lever des millions et puis d'après de chercher des usages. Notre démarche, elle est un peu modeste, de dire apportons des outils qui sont compétitifs par rapport aux solutions alternatives. Et nous sommes convaincus que la blockchain est encore mal outillée, mal comprise et difficile à intégrer par des DSI. Et c'est à ça qu'on s'attaque pour dire, la blockchain est efficace, c'est une solution simple et robuste, et elle sera facile à mettre en œuvre au niveau des entreprises. Et la croyance, c'est que ça va ouvrir ensuite effectivement des cas d'usage pour des entreprises qui diront, OK, j'ai différentes solutions, je veux pas faire de la blockchain pour faire de la blockchain, ni pour faire de la spéculation sur de la crypto, et parce que ça va m'apporter un véritable bénéfice économique. Donc, on travaille à ça. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, pardon, déjà? Est-ce que le son fonctionne ou pas? Ça fonctionne maintenant, oui. Je ne sais pas pourquoi mon portable, même si. Non, mais ce que disait Philippe, c'est vraiment une approche optimiste qui vient de l'offre, de la définition de l'offre. Donc, tu y crois, tu développes la techno, il y en a d'autres qui ont développé de la techno. Donc, le problème posé à l'envers, c'est qu'un acheteur va raisonner différemment. Il va te demander qu'est-ce que ça va me rapporter. Il va te demander pourquoi la blockchain n'est pas un système centralisé qui tourne dans le cloud, hébergé, opéré, ainsi de suite, avec tous les outils qu'il faut. Donc c'est ça le problème, c'est vraiment les acheteurs aujourd'hui. Au-delà d'époque, on s'arrête. Hein. Je sais pas, par exemple, c'est intéressant de voir combien gagne PC Diploma. Hein. Tu vois, la valorisation que Clément a citée, c'est une valorisation de jetons. C'est-à-dire le token qui oscille. Donc, c'est la capitalisation de la société. C'est pas du tout une capitalisation dépendante de l'usage réel et des bénéfices apportés aux utilisateurs. C'est vraiment du spéculatif. Quand on dit cette boîte vaut 500 millions, ben c'est pas du tout, il n'y a pas de produit derrière. Hein, enfin, de produits exploités par des utilisateurs. Je ne dis pas ça pour freiner l'ambition de l'ABF ou tous les acteurs de la blockchain, mais il faut savoir que la vente de la blockchain est vraiment difficile parce que la construction de la proposition de valeur n'est pas évidente.
faire une traçabilité des produits alimentaires, essaie de décrire la proposition de valeur. Mais Naja, on est tous conscients de ça. Ceux qui sont autour de la table et puis les membres font face à cette difficulté. Et moi-même, Drone, on est depuis 5 ans dans Il faut la en être blockchain de conscient. Voilà. consortium. C'est quelque chose qui est difficile. Oui. Mais même si le temps est long pour se maturer, nous restons persuadés qu'effectivement la blockchain a des applications pertinentes pour la collaboration, les contrats et la donnée et la vérification de credentials. Mais aujourd'hui, on n'est pas suffisamment ni clair dans comment ça fonctionne, avec la multitude d'offres. La spéculation est un peu un arbre qui cache la forêt derrière et qui perturbe aussi le discours. Donc, il faut juste dire, voilà, on est dans une technologie qui a des promesses, qui reste encore à une maturité à grandir. Mais l'enjeu de l'ABF aussi, c'est de dire à plusieurs, on va pouvoir aussi mieux comprendre les faiblesses qui restent encore à résoudre et être en mesure de dire, voilà ce qu'il faut que l'offre possède comme caractéristique et comme performance pour véritablement convaincre. Donc ce débat, il est fondamental à avoir, de pas se concentrer juste sur la techno puis dire ça, on va l'acheter. C'est pas comme ça que ça marche et le passé nous le montre. Mais malgré tout, il y a des demandes. Il y a des demandes de plus en plus au niveau de la société, de fluidité, de sécurité, de système d'information. On va partager beaucoup d'informations avec des notions de crypto, de chiffrement, d'anonymat, de sécurité. Et si on juge qu'aujourd'hui cette techno peut vraiment tirer son épingle du jeu et apporter un plus à ses membres et puis à l'écosystème français, tant qu'on y croit, on va travailler dans ce sens-là. Très bien. Donc c'est l'objectif un peu aussi de l'Alliance. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a le groupe de travail. C'est vraiment faire mûrir la perception de la blockchain au-delà du DeFi, parce qu'aujourd'hui, le DeFi marche bien. Il y a des gens qui gagnent et qui perdent de l'argent autour de DeFi. Et il n'y a pas eu d'analyse vraiment de rentabilité un peu au niveau de l'entreprise. C'est plutôt au niveau de l'investissement. Mais par contre, les solutions opérationnelles dans les entreprises, on va voir des cas d'usage comme Mobi et comme ces grands consortiums dans le monde, qu'est-ce que ça va donner. Je vais repartir sur, si c'est possible, de repartir sur les questions qui sont posées sur le chat, à moins que tu aies un commentaire rapide. Non, je voulais réagir aussi à la question de Xavier sur le chat, justement. Il y a bien un cas d'usage qui fonctionne depuis 15 ans. Il faut peut-être renverser la démarche consistant à avoir une technologie et chercher des cas d'usage. Je ne comprends pas très bien. Oui. Je ne vois pas. Xavier, il y a Eric Pilat, Julien, Eric, Mathieu, Julien, Eric, Julien. Je ne vois pas la question que tu as posée, Clément. Elle est dans le chat, Naja. Ah, dans le chat. Ah, pardon. Il y a 2 entrées. Ah, il y a bien des cas d'usage qui fonctionnent depuis 15 ans. 15 ans? Bon, c'est un peu trop. Il faut peut-être renverser la démarche. J'ai pas très bien compris. Non, mais le fond, c'est de dire, d'éviter de tomber dans les travers qu'on donne parfois aux startups, d'avoir une solution puis de chercher des cas d'usage, d'avoir un marteau puis de chercher un clou. Donc, le but, c'est de vraiment être ouvert sur notre environnement et les besoins qu'ont les acteurs économiques et politiques et de dire, voilà, il y a aujourd'hui des envies, des frustrations dans la collaboration, dans la sécurité, dans tout un tas de sujets citoyens ou économiques qui sont mal adressés par les technologies existantes. Et dans ce cas-là, qui peuvent justifier effectivement les conditions ou définir les conditions pour que notre approche technologique puisse apporter une nouvelle réponse. Donc, il faut vraiment avoir cette approche de trouver les cas d'usage et les problèmes et les frustrations pour apporter des solutions ensuite. OK. La réponse à Xavier, c'est qu'il a donné le cas d'usage de Bitcoin. Donc, on est d'accord, le Bitcoin marche. Encore une fois, c'est pas un Bitcoin, non. C'est un cas d'usage. OK. Mais si je peux donner un avis un petit peu plus du côté chercheur, moi je suis convaincu que la blockchain elle apporte une réelle valeur ajoutée sur les notions de privacy et sur les notions de trust, de confiance dans un écosystème.
simplement, l'industriel, on n'est pas là. Aujourd'hui, si on regarde le problème d'un industriel, c'est de se mettre en conformité avec les normes de cybersécurité pour que ces solutions et ces produits soient conformes encore dans 2 ans, compte tenu, je dirais, de l'évolution des exigences au niveau des certifications et des standards. Et on a un réel décalage entre ce que cette technologie peut promettre et apporter comme valeur ajoutée et le fait qu'aujourd'hui, beaucoup dans le milieu d'industriels sont un peu en mode rush ou panique pour déjà se mettre à niveau sur la sécurité. Pour moi, la privacy et la confiance se bâtissent au-dessus de la sécurité. Donc, une fois qu'on sera peut-être confiant et plus à l'aise sur la couche sécurité, on pourra se projeter sur une réelle privacy ou sur comment on fait de la confiance par design ensemble. Et là, la techno blockchain, elle a une réelle valeur ajoutée. Et en plus, d'ici là, elle sera montée encore en maturité. Mais je pense qu'il y a 2 vitesses là, et que la vitesse de la blockchain, elle n'est pas tout à fait en accord avec. Et puis une autre raison, c'est que. Pour intervenir, je suis d'accord avec toi, c'est important la privacy, mais en fait, c'est un peu comme. C'est-à-dire que nous, on a développé des cas d'usage privacy. On a des applicatifs qui permettent de stocker des données de manière propriétaire, etc., sans tiers truc. En fait, il y a la théorie. Genre, tu demandes à quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est important pour toi la data privacy? Il va te dire oui, c'est très important. Est-ce que tu es prêt à payer pour le faire? Non. Voilà. En fait, il n'y a pas de marché. Tu vas vendre, nous, on vend des solutions. On a développé des applications mobiles qui proposent de stocker, transmettre du patrimoine numérique, 100% privacy, complètement décentralisé, trustless, etc., tout ce qu'on veut, etc. On a mis l'utilisateur parce qu'en fait, les gens, ça les intéresse pas. Ils ne veulent pas payer. Ils veulent utiliser iCloud plutôt qu'une solution de stockage propriétaire. Pour l'instant, mais le monde, il va évoluer là-dessus. Les gens, ils préfèrent aller dans un jeu vidéo où ils achètent un actif qui leur appartient pas qu'acheter un actif qui leur appartient. En fait, oui, on peut proposer un système décentralisé qui permet d'être propriétaire de ses actifs. Ça, c'est la blockchain, c'est la promesse, c'est hyper intéressant, c'est révolutionnaire, etc. Je suis d'accord, je suis convaincu. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent. Et c'est ça le problème. Quand je dis qu'il n'y a pas de marché, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation finale. Tu demandes aux gens, est-ce que c'est important? Est-ce que tu veux payer? Non. Et donc, du coup, quand on a une boîte privée, donc pas chercheur, qui a une logique économique, si à la fin, peut-être que les gens, ils auront un enjeu de privacy dans 30 ans, alors, en fait… Mais je pense que l'enjeu de privacy, il n'est pas sur les citizens, il est sur le business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une réglementation qui imposera de mettre sur le marché des produits qui respectent réellement la privacy des gens, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, ok. Écoutez, moi, je pense que je pense que c'est un peu encore la privacy, elle n'est pas encore dans les esprits. Ça, je suis d'accord. Non, les deux points de vue, oui. Je pense que les 2 points de vue sont compréhensibles. Il y a des fans de la techno qui persévèrent, ils continuent, et il y a les grands groupes qui, pour acheter, ils vont faire ils ont une grille d'analyse qui est tout à fait différente, et ça, c'est dommage. Et je reviens à ma remarque, c'est que le problème, c'est que la blockchain a toute sa valeur lorsqu'il y a une communauté qui l'utilise. Oui, je suis complètement d'accord. Ça, c'est un problème. Et donc, il faut que les communautés existent pour qu'il y ait des décisions d'achat collectives, parce que sinon, un CEO, un DSI dans une organisation, il va jamais mettre en place une blockchain pour sa boîte. Enfin, et pourquoi faire, hein? On peut toujours se demander. Mais c'est pas pour autant qu'il faut freiner les développements et les supports de cette activité. Je pars sur une question d'Éric Pila qui est intéressante. Avez-vous l'intention d'intégrer la dimension paiement dans cette blockchain? Ça me paraît indispensable pour décoller car la blockchain est le web de la valeur versus le web 2 qui est le web de l'information. C'est pour la BF. Est-ce que c'est prévu d'avoir du paiement ou c'est dans un deuxième temps C'est ouvert. La BF sera ce qu'en feront ses membres et fait vraiment tourner vers le besoin. Hein, je rebondis sur ce qu'il dit Clément. Nous, on n'a pas de roadmap technique super précise, mais on veut être drivé par le marché. Et bien voilà, si on veut que on réponde à ton point, qu'un DSI, qu'une entreprise se dise, OK, là j'ai une solution et je vais faire voir l'employé, elle est pérenne, elle est simple et ça va me faire gagner de l'argent. Et c'est là qu'ils vont déclencher et ils auront envie d'acheter la blockchain au sens large. Et donc, à nous, avec les membres et les retours qu'on peut avoir du marché, de dire,
Si on n'a pas ça, la blockchain est amputée et est incomplète. Donc, s'il faut le mettre, eh ben, on le mettra. D'accord. Alors, Julien, est-ce qu'il y a des contraintes sur le déploiement des nœuds infra-utilisés par les membres pour assurer la souveraineté? Oui, alors ça, c'est un travail à faire. La souveraineté est quelque chose qui est simple à dire, mais pas forcément simple à définir et à vérifier. Hein, donc, on a des grands principes dans notre tête, mais il faudra pouvoir les traduire dans la réalité. Le principe, c'est que héberger un nœud donnera des droits, mais aussi des devoirs. Et les premiers devoirs seront techniques dans la qualité de l'hébergement, le monitoring, la réparation, mais qu'ensuite, on va devoir définir toutes les règles en fait d'usage et en particulier les règles qu'on va se donner sur les connexions avec d'autres systèmes, les problématiques d'extraterritorialité qui pourraient apparaître avec l'usage de certaines technologies, certaines licences ou certains serveurs. Donc tout ça fera partie de notre suivi collectif pour dire, OK, petit à petit, on met de l'essence dans cette volonté de souveraineté. Okay. Mais encore, par rapport à la réglementation, par rapport aux discussions qui avancent tous les jours, Okay, on a mis le point récemment sur le point des volontés de faire homologuer les smart contracts à part de certaines instances. Ça nous semble une approche intéressante d'avoir cet aspect de gouvernance et qui peut aussi amener l'ABF à dire nous pourrions être un des acteurs qui contribue à définir comment on valide et qu'on approuve un certain smart contract par rapport à certains critères. Ok. Je vais donner la parole à Thierry Leblond qui a une remarque brûlante. Allez, ouais. Thierry, à toi. Merci Najat, si vous demandez. Enfin, une remarque brûlante, non, mais c'était parce que j'étais très intéressé par le retour d'expérience de Clément, parce que, alors, nous, on n'est pas du tout sur la blockchain, mais par contre, je suis très intéressé par l'approche de cette technologie-là, du point de vue conceptuel. Nous, on va être sur du data zero trust, mais je compare en fait, on a exactement les mêmes types de problèmes, c'est-à-dire le problème du cas d'usage. Alors, je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'on a quelque chose qui peut nous aider de notre côté, c'est la réglementation cyber type NIS 2 et Cyber Resilience Act qui est en cours de préparation au niveau européen, plus qu'en cours de préparation, qui se met en place à travers des lois. Et dans cette réglementation, pour autant que je la connaisse, j'ai rien vu passer sur des exigences de transparence sur les transactions, par exemple. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse être réglementé. Alors, quand il dit qu'il a 1000 utilisateurs à titre de user, je rejoins également sur les technologies de protection de données qu'on a, nous. C'est exactement le même cas d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, le consommateur final ne peut pas être en fait une cible marché sur ce type de choses. On est exactement dans le même cas de figure que l'assurance automobile dans les années 1910. C'est-à-dire que derrière, on explique que ce serait bien de mutualiser les risques, mais en fait, tout le monde s'en fout parce que l'accident, c'est chez les autres et c'est pas chez soi. Donc il y a clairement un problème de marché et en fait le bon marché en fait c'est clairement ou les gouvernements ou les grands comptes à partir du moment où la réglementation s'impose. Donc en fait il y a un travail de lobby côté réglementation européenne qui est nécessaire pour que tout ça s'impose. Donc j'ai dit il y a des choses qui se préparent avec NIS 2 avec CRA, c'est du long terme. Sur la transparence des données, moi j'ai rien vu passer, enfin je ne sais pas du tout s'il y a des choses. Peut-être que vous pouvez éclairer. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que nous, on a engagé en fait des discussions sur nos technologies qui sont du Zero Trust Data Centric Security autour avec l'AFNOR, puisqu'en fait, une approche possible, c'est au-delà de la réglementation, c'est la standardisation, la normalisation. Or là, avec l'alliance qui nous a été expliquée, l'approche normalisation, elle est vraiment très avancée, je dirais, comparativement à d'autres technologies. Et je voudrais savoir si derrière, vous avez engagé des choses concrètes au niveau normalisation côté AFNOR, par exemple, pour que ça devienne la référence, la référence de la transaction normale pour tout le monde. Merci, j'étais un peu long. Oui, réponse rapide de l'ABF et j'aimerais donner la parole à André Legendre. Sur le point de l'AFNOR, rapidement. On ne s'est pas donné comme vocation d'écrire des normes aujourd'hui. Mais voilà, on a un axe à travailler sur ce sujet-là pour avoir un alignement entre ce que peut faire l'AFNOR et ce que l'on fait nous. Je ne sais pas si Christine, tu as un autre commentaire à faire sur le sujet. Oui, mais j'ai fait partie du TC307 à l'AFNOR. Il y a Julien Bringer qui est connecté, qui est très actif
Je pense que nous, en termes d'association, en effet, c'est pas notre vocation. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que les normes dans ce domaine-là sont encore relativement éparpillées. C'est plutôt des réglementations là qui émergent. Mais à la limite, il faudrait presque donner la parole à Julien, il en parlerait mieux que moi. Après, ceci étant, dans les premiers choix techniques et technologiques qui sont faits, on a quand même en tête de rester sur des choses, je dirais, qui sont peut-être pas des normes, mais qui sont in fine des standards parce qu'ils sont beaucoup utilisés. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on a à cœur, de ne pas aller dans les niches technologiques, mais de rester quelque chose d'ouvert au plus grand nombre. Ok. André, est-ce que, désolé, mais il faudra... Enfin, déjà, l'heure tourne, mais je sens qu'il y a énormément de questions. On peut peut-être rallonger quelques minutes pour donner la parole à André Legendre. Oui, bonjour Nadja. En fait, oui, j'essayais de mentionner qu'en fait, la blockchain, c'est d'abord le web de la confiance plutôt que le web de la valeur. La valeur est venue se greffer par-dessus la confiance, hein, donc mais en fait, la technologie blockchain, ce qu'elle permet, c'est de garantir l'intégrité et l'immobilité des données et des transactions. Et donc, par conséquent, de garantir la non-double apparence d'une transaction financière, etc. Et donc, mais par contre, ce web de la confiance a bien d'autres applications que la valeur. Malheureusement, pour le moment, c'est l'application pour la valeur qui a pris le dessus. Tant mieux pour ceux dont c'est le business. Voilà, hein, comme Bitcoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la maturité, bon, moi, j'ose quand même dire que j'ai eu des applications industrielles dès 2012. Ok, quand je parle d'applications industrielles, c'est dans l'automobile, les systèmes de transaction de juste à temps dans chez certains sous-traitants, chez certains équipementiers, que par contre, effectivement, il y a un problème comment dire, d'acceptation des technologies, blockchain, même quand elles sont nécessaires. Par exemple, moi, j'avais la crédibilité d'avoir réalisé le protocole d'échange de données pour le juste à temps de l'automobile française, donc protocole qui est toujours en activité, légèrement modifié chez Peugeot et chez Renault, et d'ailleurs chez bien d'autres dans le monde. Et pour autant, quand j'ai fait l'application blockchain, justement, notamment parce que je considérais que les protocoles que j'avais mis en œuvre pour cette technologie n'étaient plus d'actualité avec les nouveaux enjeux de sécurité des années 2000, ça n'a pas déclenché l'attraction que je souhaitais, et on continue à tourner, voire tourner dans les entreprises, des solutions qui ont été conçues, pour ma part, la conception initiale du système d'échange de données de l'automobile pour le juste à temps, c'est 1989 quand même. Ça a évolué, on est passé à TCP/IP en 2005, un truc comme ça, donc ce qui était très 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 tardif. Mais malgré tout, je pense pas que aujourd'hui les enjeux de sécurité des protocoles en place sont suffisamment résilients par rapport au type d'attaques qui peuvent être subies aujourd'hui et au risque d'immobilisation d'usines. Malgré ces risques très importants, et malgré que la blockchain peut apporter une solution évidente, et d'ailleurs qu'on a prouvé in situ que ça fonctionne de façon économique et technologique viable, il y a malgré tout pas de consensus au niveau des utilisateurs. Il y a N projets qui se sont lancés. Il y a des projets en Europe avec Xseed, il y a Mobi, il y a GaiaX, il y a machin, bon, il y a etc. On a même été sollicité parfois pour participer. Dans tous les cas, il y a un réel retard dans l'adoption par rapport aux besoins de sécurité qu'on a aujourd'hui, par rapport aux besoins de confiance dans les échanges industriels. Ouais. Ok, merci ça, André. Opinion. Voilà, merci André. Eric Pilat, tu as posé pas mal de questions, fait des remarques. Tu peux nous résumer un peu ton point de vue? Oui. Bon, moi j'étais membre de Mobi pendant 3 ans, donc je peux en parler. J'y retournerai quand les finances, on aura fait des levées de fonds qu'on pourra dépenser allègrement les cotisations chez Mobi. Ce que je peux donner comme retour, c'est que en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de jouer le rôle d'une agence de standardisation
en mettant autour de la table un certain nombre d'acteurs de l'industrie automobile. Donc, il y a des General Motors, Ford, BMW, Renault y est passé 1 an, Stellantis y est passé, je ne sais pas s'ils y sont encore. Et l'idée, c'était de dire qu'il faut créer une interopérabilité pour utiliser la blockchain pour qu'effectivement les acteurs de cette industrie-là puissent l'employer. Donc, le travail qui a été fait, c'est de dire, bon, bah, si on va, qu'est-ce qu'on met comme données autour du véhicule pour pouvoir faire de l'interopérabilité, en commençant par la voiture, et quels sont les cas d'usage derrière qu'on peut en tirer pour sortir des nouveaux services inédits qui n'existaient pas dans l'industrie automobile avant que la blockchain n'apparaisse, quoi. Donc, l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, on voit que il y a effectivement, avec l'arrivée des voitures électriques, il y a un énorme sujet autour des batteries. Et donc, effectivement, il faut mettre de la confiance, comme vous le disiez, André, autour des batteries. Et donc, c'est un sujet absolument majeur. Donc, tout le monde se précipite là-dessus, et notamment Moby, qui a tenu la main sur une sorte de standardisation de la nomenclature des batteries. Je ne sais pas si c'est ça qui sera adopté, mais ils sont membres du groupe GBA, qui est le Global Battery Alliance, qui fait beaucoup de lobbying auprès de la Commission européenne, qui a conduit à l'adoption du Battery Passport l'été dernier. Bon, voilà, donc tout ça, nous, on suit ça de près, parce qu'effectivement, on veut être acteur dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? C'est que, bon, ils font un travail très théorique. Moi, quand je relis maintenant les standards, parce qu'on veut implémenter des choses concrètes sur certaines applications, il y avait des trucs qui étaient un peu fumeux, qui ne servaient à rien, qui étaient très décorrélés d'une vraie application dans la vraie vie sur une blockchain, quoi. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que GBA est quand même une organisation, une alliance qui a été montée essentiellement en Europe, à l'initiative d'Audi. Puis là-dessus, c'est grévé des groupes fabricants de batteries. Et que ce que je trouve malheureux, c'est que, alors qu'on pourrait très bien le faire, c'est qu'une association américaine qui s'appelle Moby, finalement, s'est mis autour de la table et s'est imposé comme le rédacteur du standard des données autour des batteries, ce qui, moi, me fait bondir. Donc, je me dis, on n'est pas actif, on n'est pas assez actif, et c'est déplorable, parce que je pense qu'on serait tout à fait à même de le faire mieux et de manière plus décentralisée, parce que leur méthode de travail, c'est d'avoir un gars chez eux qui tient la plume et qui écrit, puis il dit vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et puis hop, on avance. Et finalement, je pense que c'est pas la bonne méthode, quoi. Je pense qu'il faudrait avoir des méthodes plus décentralisées, où des groupes de travail avancent sur des différents sujets, où il y a des vraies réflexions, et après on met ça sur la table, et puis on adopte un standard ensemble. Donc, tout ça pour dire que par rapport à l'Europe, les programmes Horizon et autres, on devrait s'engouffrer là-dedans pour récupérer des budgets en association avec Gaia, pour s'imposer et avancer, parce qu'effectivement, c'est des enjeux énormes. Moi, j'essaie de pousser pour essayer de rentrer dans les acteurs qui vont proposer ce Battery Passport en Europe. Il faut bien voir que les Battery Passport, ça va être énorme, parce que c'est pas simplement les batteries des voitures électriques, c'est les batteries des camions, tout ce qu'on veut, des systèmes de stockage d'énergie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est des marchés de plusieurs centaines de milliers, sinon millions d'exemplaires à sortir tous les ans. Donc, c'est des enjeux énormes. Et là, vous cherchiez des cas d'usage, il y en a un. Moi, je suis là-dessus. Voilà. Merci, Eric. Je pense que les participants, il reste 18, on était plus de 30. Là, on a dépassé l'horaire. Sachez que, d'abord, merci à tous les conférenciers, merci à tous les participants. Je pense parmi les conférenciers, il n'y a que Christine qui est là. Donc, au nom de Systématique, merci encore. Et le débat est très, très intéressant. Donc, sachez qu'il y a un webinaire lors de la convention c'est quel mois, tu nous rappelles, la convention systématique? Donc, il y aura un webinaire, donc la plénière du groupe de travail blockchain qui aura lieu donc début juillet. Début juillet. Et j'aimerais d'ici là qu'on fasse un débat évoquer 2-3 sujets et faire des débats autour de ces sujets en se donnant un peu plus de temps. Je crois que, voilà, on continue à ramer, comme on dit, entre guillemets, sur la blockchain. Et le Web3 maintenant, donc le périmètre s'élargit, mais il y a vraiment fondamentalement la question qui a été évoquée, qui est qui va acheter tout ça.
Je crois que les Américains ont une approche qui est beaucoup plus pragmatique. C'est le DeFi qui est en train de pousser et la tokenisation, mais bon, il y a un mélange d'investissement, de spéculation et de positionnement de grands acteurs. Mais moi, je crois beaucoup aux initiatives comme le BIS, comme Mobi, qui sont vraiment des grands drivers. Et on peut beaucoup apprendre de ce que IBM a fait pour le transport maritime et qui s'est planté après. Pourquoi? Parce que la blockchain qui a été utilisée, c'était une blockchain propriétaire, non, mais de consortium. Et il y avait la mainmise de IBM dessus et des concurrents à IBM ne voulaient pas trop rentrer dedans. Donc, il y a également cet aspect. Quelle est la blockchain la plus pérenne sur laquelle on peut greffer des applications opérationnelles? Est-ce que c'est des blockchains privées? Est-ce que c'est des blockchains privées, qui va les opérer? Est-ce que l'opérateur est fiable? Puis c'est un opérateur en plus qui est censé être décentralisé. Donc le problème se pose à ce niveau-là aussi. Mais bon, je m'arrête là et je vous remercie tous pour votre participation et à juillet à la convention de Systématique. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci à vous. tous. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.